Je vois que tout le monde est là. Merci. On va commencer. Bienvenue. Merci d'être là et surtout merci à nos amis intervenants qui sont là. Vous avez la crème de la capture volumétrique universelle. Donc l'idée c'est de vous présenter un petit peu ce qu'est la capture volumétrique, où on en est aujourd'hui, les technologies disponibles et puis les sociétés aujourd'hui qui en font, qui en vivent, voilà. Donc on va parler de tout ça pendant une petite heure ou plus ou moins, pas trop plus, on m'a demandé. Donc on fait une petite présentation et puis je vous inviterai à la fin à poser des questions à nos intervenants si vous ressentez le besoin d'avoir d'autres informations, etc. Vous n'hésitez pas. Voilà, donc les intervenants, je vais les laisser se présenter. Moi je suis là. Voilà, moi je suis là pour les faire parler un peu. On va voir comment ça se passe. Je vous laisse vous présenter. On commence par Ludovic, par exemple. 1, 2. Bonjour à tous, Ludovic Dréan, je travaille chez Nikon depuis 17 ans. Je suis responsable du service professionnel et du développement de la robotique, c'est-à-dire tout ce qui est mouvement de prise de vue. L'activité qui nous amène à faire de la capture volumétrique avec la société MRMC qui fait du motion control, qui est assez connue dans le cinéma pour ses robots high speed, Bolt et compagnie. C'est que tout simplement la capture volumétrique pour nous est la suite de tous les mouvements de caméra, c'est-à-dire on fait une acquisition, on verra tout à l'heure exactement ce que ça requiert, mais c'est une suite logique finalement au fait d'avoir une capture multi-point de vue et faire tous les mouvements de caméra après la prise de vue, au lieu de les faire en live avec tout ce que ça requiert de contraintes. Voilà. On passe à Aymeric. Bonjour, je m'appelle Aymeric Delaroche-Vernet, je dirige Olu. Olu, c'est une start-up qui a 3 ans d'existence, qui est à la station F. On a reçu le prix de la meilleure start-up au salon Laval Virtual, qui traite de réalité augmentée et réalité virtuelle. Et nous, notre objectif, c'est de créer de l'engagement client, c'est développer l'engagement client en développant des expériences immersives en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Et pour ça, on utilise 3 techniques. La première, c'est la capture volumétrique pour faire ce qu'on appelle des hologrammes humains. Alors, c'est pas vraiment des hologrammes, enfin, on les appelle hologrammes humains parce que ça parle plus aux gens. On fait également aussi des portails en réalité augmentée. Je vous expliquerai, mais c'est pas trop le sujet, donc j'en parlerai pas trop. Et puis, on fait de la photogrammétrie aussi pour des objets de précision, notamment des objets qui requièrent vraiment un niveau de détail très particulier. Je pense aux bijoux, par exemple. C'est vraiment très compliqué de faire de la photogrammétrie avec des bijoux. Voilà, et puis nos clients, typiquement c'est le luxe, c'est le retail avec la partie beauty, la partie fashion, et puis d'autres qui sont plus divers, on va dire. On parlera de tous les projets effectivement après. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à la photogrammétrie. Parce que finalement, on passe de la photogrammétrie à la vidéogrammétrie. Donc c'est vrai que les gens qui ont un bon background en photogrammétrie auront des facilités à se diriger vers la capture volumétrique. Alors, je ne parle pas du light film, mais je parle de l'autre technologie. Et d'ailleurs, on va se concentrer sur cette technologie et je laisse Richard se présenter. Bonjour, je suis Richard Broadbridge, président de KT Views. On est une start-up dans le bassin grenoblois, créé en 2007. Et on fait des systèmes de captation de la vidéo volumétrique, comme vous avez entendu beaucoup parler aujourd'hui. Donc, on est là dans le marché depuis 2007. On était un peu tôt dans le marché. Aujourd'hui, on est plutôt le leader mondial en termes de technologie. On a le plus de studios déployés dans le monde. On a 8 studios dans le monde, 3 en Amérique du Nord, 3 en Europe et 2 en Asie. Légèrement avant Microsoft, clairement avant Witty. Et Intel, c'est autre chose, donc ça, c'est pas comparable. Les autres sont un peu meilleurs en communication, souvent, surtout Microsoft avec leurs moyens. Mais en termes de technologie, résultat obtenu, on est assez fiers de ce que nous avons pu faire depuis 2007. Donc, basé à Grenoble ? Basé à Grenoble, oui. Comme Aymeric ? On est entre eux, oui, c'est ça. Vous êtes cousins ? Vous êtes voisins, cousins, c'est la famille de la capture volumétrique. Ouais. Je suis désolé, hein, tu fais partie de la famille, hein, mais pas de la famille de la montagne en tout cas. Voilà. Alors, on
on parle d'abord d'une chose, parce que la capture volumétrique, c'est pas qu'une technologie, hein, c'est plusieurs. Je voudrais parler d'abord de la technologie plénoptique en français. Donc le light field, c'est une technologie qui va permettre de capturer, pareil, un volume et de convertir ce volume pour qu'il soit lisible dans des logiciels 3D. Donc il y a eu à un moment donné une vraie vague hype sur le light field, notamment avec Litro qui avait, je pense, levé beaucoup d'argent, des dizaines de millions, voire centaines, aux États-Unis. Donc vous voyez, ça c'est une caméra par exemple light field ici. Je pense que ça doit être la version 1 ou 2 de leur caméra, je ne me souviens plus. Donc c'est assez imposant. C'est pas très pratique à utiliser et ça demande un processing de l'image derrière qui est vraiment énorme. Donc ça veut dire que ça demande des moyens, ça demande du temps. C'est pas simple. Donc ce qui s'est passé à un moment donné, donc Litro a levé de l'argent successivement plusieurs fois. Et puis à un moment donné, Google s'est intéressé au light field, comme Google s'intéresse à beaucoup de sujets, et s'est dit moi aussi je vais en faire. Donc ici par exemple on a un rig light field de chez Google, donc avec une technologie qui n'est pas la même que celui-là. On rentre pas dans les détails technologiques, mais ce qui est intéressant avec ce rig là, c'est qu'il y a une application, je pense sur Steam, qu'il faut voir. Qui s'appelle le Google Light Field Experience, ou je ne sais pas exactement. Et ça permet de voir un petit peu, alors c'est des photos fixes, hein, mais ça permet de voir un peu quelle est cette technologie, quelle est cette chose dans laquelle on peut se promener dans l'image un petit peu. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc Google avec des moyens évidemment hein, peut faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné ? Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc Litro qui est ici, qui a quand même levé beaucoup d'argent, mais pas suffisamment pour racheter Google. C'est plutôt Google en fait qui a racheté Litro. Alors racheter, c'est un mot un peu biaisé dans ce cas, puisqu'ils ont plutôt racheté de la technologie. Ils n'ont pas vraiment racheté la société. C'est-à-dire que la société aujourd'hui, elle a plutôt coulé. Et en tout cas, c'est les brevets qui ont intéressé Google, parce que Google se lance dans plusieurs choses, notamment la capture volumétrique, puisque l'idée de Google, c'est quand même de digitaliser le monde. Et la capture volumétrique, c'est un bon moyen après la photogrammétrie. Donc, vous connaissez tous Google Earth. On aura des images live dans Google Earth, sûrement un jour ou pas. Ça dépendra de la pertinence commerciale de tout ça, évidemment. Mais voilà, donc aujourd'hui, c'est plus Google qui est là-dessus. On n'a plus trop d'informations depuis ce rig-là, finalement, donc qui date de 2017, je pense, quelque chose comme ça. Donc voilà, nous, on va plus s'intéresser aujourd'hui à un moyen de capturer les images plus simple, entre guillemets, bien sûr, en tout cas qui est destiné à une utilisation plus commerciale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de la prestation et pas des proof of concept comme a fait Litro, donc ça va être plus intéressant. Voilà. Donc light field, light fail, donc c'est un peu méchant hein, ce que j'ai mis, parce que c'est pas fail pour tout le monde, mais en tout cas pour le grand public, je pense que la technologie va pas être de sitôt disponible. Alors avant cette grosse caméra, je sais pas si vous vous souvenez, dans les années 2000, Litro avait fait un appareil photo qui s'appelait le Litro Illum, qui était la même technologie finalement. Hein. C'est-à-dire que l'idée c'était de prendre la photo et puis de faire le point, de faire le depth of field après. Voilà, c'était intéressant. Ça n'a pas pris hein, au niveau du grand public. Je pense que les gens n'étaient pas prêts. Et je ne pense pas qu'ils soient prêts aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, finalement, avec un smartphone, on arrive à faire à peu près la même chose. Alors, c'est pas la même techno, mais les gens commencent à s'approprier cette idée de pouvoir travailler l'image comme ils le faisaient à la prise de vue, mais à la post-production. Donc c'est intéressant. Voilà. Peut-être juste pour ajouter un truc par rapport à ça, il y a vraiment deux gros inconvénients au light field. Le premier, c'est qu'en fait le champ de vision est quand même relativement court. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait on peut se balader. Alors première chose, c'est
ultra réaliste. C'est vraiment magnifique même. Quand on est dans une image Lightfield, on est vraiment dedans, on a tous les détails, tous les reflets. C'est quand même très 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 réaliste. Par contre, on se balade dans une bulle qui doit faire à peu près 50 cm de ce côté-là, 50 cm de ce côté-là, et on ne peut pas aller plus loin. Donc en fait, on ne peut pas se balader vraiment dans l'image, pas plus que ça. On a le sentiment de présence, ce qui est quand même déjà vachement bien parce qu'on a l'émotion, mais par contre, on ne peut pas se balader dedans véritablement. Ça, c'est le premier inconvénient. Deuxième inconvénient, c'est le volume de données. C'est énorme. En fait, c'est énormément de données. Donc on peut faire une image fixe, on peut se balader dans cette image fixe un petit peu, mais si jamais il fallait faire quelque chose d'animé, ça serait énorme en data et ça serait beaucoup trop lourd pour pouvoir faire une application grand public, par exemple. Voilà, je crois qu'il y a un clip qui a été fait, qui était plus une proof of concept. C'était le clip de je sais plus quel le chanteur, qui a été fait par Litro. Hein. C'était pas commercial, mais ça leur a coûté quand même cher. Ouais, voilà. Juste pour ajouter, en termes de concept relativement simple et pratique, le fait de ne pas avoir des multiples points de vue et une position de prise de vue fait qu'on ne peut pas voir à travers les choses de toute façon. Donc moi, personnellement, techniquement, je trouve que c'est énormément de moyens déployés pour améliorer la 2D, c'est-à-dire le point de vue de l'homme, d'un seul homme, et ne pas imaginer que finalement, tourner autour des sujets, il n'y a pas d'autres moyens pour interpréter l'ensemble de l'environnement réel, quoi. Si je dois vous photographier ici, quelle que soit la technologie, je dois faire le tour de vous. Et en Lightfield, c'est impossible. Voilà. À part faire de la radio et encore. Et voilà. C'est vrai que c'est intéressant en fait. Parce que cette histoire de capture volume, finalement, il y a des applications Lightfield qui sont par exemple pour les VFX. Par exemple, on va pouvoir avoir une notion de la profondeur extrêmement précise, donc pouvoir travailler sans fond vert. Par exemple, mettre des choses, insérer des objets entre des acteurs, etc. etc. Donc ça se fait puisqu'ils avaient une caméra cinéma qui n'était pas comme ça, mais qui était juste un gros tube énorme. Donc le problème, c'est que pour la bouger, il fallait quelques jours. Voilà, donc ça existe, la technologie existe depuis longtemps, mais aujourd'hui, elle ne trouve pas d'application commerciale. Voilà, ça c'est important de préciser. Donc la volumétrique capture, volcap, alors il y a pas mal de confusion aussi là-dessus parce qu'il y a mocap, volcap, enfin bon, on confond des choses, c'est pas tout n'est pas évident. Je vous ai mis un petit clip là, alors je mets pas le son parce que ça ne présente pas d'intérêt. Un petit clip de Intel, on en parlait tout à l'heure. Qu'il y a des moyens évidemment qui sont là pour le marketing notamment. Donc ça c'est un petit clip qui va vous montrer une capture volumétrique sur une grande surface. On en parlera après. S'il veut bien se lancer, évidemment. Hop. Eh ben non, il veut pas. Désolé. Voilà. Donc ça, c'est une capture volumétrique. Vous allez voir à quel moment on peut l'apprécier. Là, par exemple. Voilà. Donc tout ça, c'est de la capture. Donc là, on va capturer l'ensemble de la scène en volume. Donc ce qui va nous permettre de faire des mouvements de caméra virtuels, une fois la scène capturée, sur ce genre de cinématique-là. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est impressionnant. Du coup, on se dit, on peut tout faire, quoi. Voilà. Par contre, c'est vrai que ça demande des moyens ultra importants. Et là, en termes de données, c'est pareil. C'est-à-dire que là, on a vraiment une surface qui est très importante. Donc là, on ne va pas capturer qu'un seul élément, mais tout un ensemble d'éléments. Donc il y a les problématiques de devant, derrière, etc. De séparer chaque élément pour pouvoir en faire des choses intéressantes. Ça demande beaucoup d'argent, je pense. Et c'est pareil, c'est un peu ce qu'on a un peu comme problème aujourd'hui. C'est-à-dire que commercialement, est-ce que ça, c'est viable? Déjà dans la vidéo de Making Up pour Intel, ils ont fait, comme ils ont fait, ils ont un grand studio, ils ont des caméras partout avec du 8 mégapixels ou du 12 ou du 20, etc. Des serveurs partout. Un plan dans leur Making Up, c'est un mec qui se balade, blablabla, dans un énorme couloir de serveurs. Qu'est-ce qu'Intel vend? Des processeurs, donc bravo, un couloir presque à l'infini avec des puces Intel partout. Oui, ça marche. Après, j'ai vu leur démonstration du film Grease, là, ils ont fait un film sur tous les danseurs, ils ont mis une cinquantaine de danseurs en petite paire. Ils ont filmé tous en même temps dans leur énorme studio qui est magnifique. Là, j'avoue, c'est un studio qui est magnifique. Mais la bonne présentation, c'est sur une table. Dans un salon, c'est sur une table de cette taille-là. Donc on voit 50 personnes qui se dansent sur une petite table. On porte des lunettes ou un petit casque et on voit la table avec des personnages qui sont comme ça. Très bien.
Après, on a vu des gens de ce projet qui sont venus nous voir parce qu'il manque la résolution. Il manque de pouvoir rapprocher et s'approcher aux gens et de voir des histoires individuelles et pas juste une histoire de masse. Donc c'est très différent comme utilisation. C'est très beau ce qu'il fait, mais il faut savoir que ce n'est pas du tout la même chose par rapport au système sur lequel nous travaillons. Absolument. Là, il y a beaucoup de marketing et finalement, quand on voit le résultat et comme tu disais, la texture, de toute façon, c'est un problème récurrent. Mais là, en l'occurrence, ils ne l'ont pas résolu. Voilà, donc c'est un peu bizarre de faire des choses comme ça sans résoudre les soucis de base, finalement, je pense. Donc, vous avez vu un peu des images et maintenant, voilà, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que les créatifs s'en emparent Est-ce que les marques s'en emparent Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc je vous laisse un peu débattre de ça. Est-ce que tout le monde est au point sur c'est quoi de la capture volumétrique? Oui. Vous pouvez réexpliquer, je pense, ouais. Peut-être toi qui as le plus d'ancienneté. Oui, alors la capture volumétrique, c'est un système où on va filmer, on va faire du outside-in, c'est-à-dire on aura un studio vert avec beaucoup de caméras à l'extérieur. Pour nous, c'est 32, pour Microsoft, c'est 106, pour Intel, c'est beaucoup. On filme depuis l'extérieur vers un espace central. Chez nous, l'espace elle est ronde, ça fait un cercle avec un diamètre de 2,5 à 4 mètres, c'est variable. On se pète jusqu'à 4 mètres en diamètre et 2,40 m en hauteur. On va filmer les acteurs qui se trouvent à l'intérieur de cet espace de capture avec, chez nous, tous les 32 caméras en même temps. Ils sont tous synchronisés, on filme avec toutes les caméras et puis on arrête. Voilà, c'est bon, c'est in the can, dans la boîte, c'est bon. Mais on traite toutes ces vidéos pour créer la vidéo volumétrique. Donc, par image ou par frame, si on veut, dans la vidéo volumétrique, vous avez deux choses. Vous avez un maillage qui décrit la forme de la personne ou les personnes qui étaient filmées. C'est-à-dire un maillage, pour nous, ça fait avec beaucoup de petits triangles, un maillage polygonal. Puis, vous avez un fichier de texture dans des pixels qui sont replaqués sur ces maillages. Donc, à la place d'avoir une vidéo 2D avec image, maintenant, on a maillage plus image, puis maillage plus image pour chaque frame. Et donc, on déroule ces maillages avec leur texture dans un outil comme Maya ou Unity ou dans un smartphone pour faire que ça soit une vidéo tridimensionnelle. Il n'y a pas de fond. Tout ce qui est vert est enlevé, le vert est tout autour. Donc ça, c'est enlevé. On n'a que la personne qui sort. Voilà. Vous avez bien compris? Si vous avez des questions à ce stade, vous n'hésitez pas, comme ça on peut continuer des explications. Donc il y a des histoires effectivement de résolution de caméra, pour le coup. Ouais. Pardon. C'est-à-dire, sur n'importe quel objet où la séquence va être rejouée, ce qu'on va voir, c'est le défilement de beaucoup de maillages avec leur texture. Que ce soit en Unity sur un PC ou sur un smartphone, ou on prend ça pour mettre ça dans Maya pour faire une image finalement 2D, c'est toujours le même résultat. On vous montrera des exemples précis après. Mais effectivement, sur la technologie, alors c'est complexe. C'est une technologie complexe, évidemment. C'est une technologie qui mêle connaissance de l'image et puis, évidemment, informatique pure, puisqu'il y a un traitement et puis il y a un nettoyage. Je vous laisse continuer à parler. Ouais, pour poursuivre sur l'explication, sur la résolution, il peut y avoir une sorte de confusion entre la résolution de capture et la résolution des objets qui sont ensuite fabriqués. Parce que l'idée, c'est bien de fabriquer en 3 dimensions, donc X, Y, Z pour chaque point. Théoriquement, on voudrait que chaque point soit un pixel qui soit positionné en X, Y, Z. C'est juste pas possible en termes de nombre de données. Donc on fait des triangles qui ont une certaine dimension, on va dire, par rapport à l'objet d'origine. L'objet d'origine, si c'est un corps, on va dire, tiens, on va le représenter en centaines de triangles, en milliers, en millions de triangles. Et c'est ça qui va donner la résolution, finalement. C'est vectoriel. Ce sont des triangles dans lesquels on a leur position relative les unes par rapport aux autres. Ensuite, on applique sur chaque triangle une petite image, finalement, triangulaire aussi, et qui va être plaquée, qui va être collée sur cet objet. Donc l'objet 3D, si on voulait de façon théorique, il faudrait effectivement que ce soit des points, les uns à côté des autres, et positionnés X, Y, Z, vous voyez bien dans l'espace. Bon, donc on les simplifie, on les simplifie pour que ce soit visuellement acceptable,
Et puis pour que le mouvement aussi, le nombre d'images par seconde soit le plus joli en fonction des casques VR, en fonction de la sortie de la source. On va pas mettre 90 images par seconde ou sur un smartphone, ça va être un peu trop. Sur les casques, c'est quasiment, c'est ce qu'il faudrait, mais c'est beaucoup de données. Mais dans le principe, cette fluidité de mouvement, elle sera, comme tu l'expliquais, un nombre d'images à chaque fois avec tous les polygones qui sont associés les uns aux autres et les textures, donc un poids de fichier important. Et c'est ça qui va générer cet objet. En photogrammétrie, finalement, on n'en prend qu'une. C'est une photo 3D fixe d'un objet sur laquelle après on va faire tout ce qu'on veut. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on soit compatible avec les moteurs de jeux vidéo et tous les autres outils aujourd'hui de 3D pour pouvoir intégrer ces contenus, ces objets, dans d'autres choses, dans des expériences de réalité virtuelle, on peut aussi en faire des vues 2D. On peut projeter ce qu'on voit là ou un endroit, projeter en 2D et faire des photos à base d'une photo ou d'une vidéo 3D. C'est vrai que là, les applications, c'est ça qui est compliqué. C'est que si on ne voit pas d'application en direct, on se dit c'est une sorte d'infinité possible et finalement, on n'accroche sur rien, quoi. C'est ce qui est un peu confusant, je pense, pour les clients. Et surtout qui ne voient pas la différence entre le stop motion, le nombre de caméras qui shootent en one shot et sur lesquelles on peut tourner autour, alors que là, voilà. Justement, parmi les confusions qu'il y a avec nos clients, c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant pour vous, c'est qu'en fait la 3D c'est pas nouveau. Enfin, ça existe depuis très longtemps. Il y a beaucoup d'infographistes qui font déjà des modèles 3D, qui sont des cartoons, des caractères qui sont animés en 3 dimensions dans les jeux vidéo, dans plein de choses. Enfin, c'est vraiment pas nouveau. Là, ce qui est vraiment nouveau, c'est que d'abord c'est très réaliste parce qu'effectivement on capture la réalité. Et par contre, c'est pas la même technique, c'est qu'on va pas animer ce caractère qu'on a capturé. Hein. C'est comme un peu le cinéma. Le cinéma, en fait, c'est une suite de photos. Là, c'est pareil. Hein. On va pas transformer, modifier, déformer un objet 3D. C'est plutôt, on va passer à haute vitesse tout un tas de modèles qui ont été reconstruits en 3D, et ça donne l'illusion du mouvement, mais d'un mouvement complètement naturel. Par contre, du coup, l'inconvénient, et c'est ça qu'il faut bien aussi avoir en tête, parce que nos clients nous posent les questions à chaque fois, c'est est-ce qu'on peut modifier la séquence une fois qu'on l'a tournée ? Non, on peut pas. On peut pas parce que on l'a capturé, on l'a pris, c'est un shooting vidéo comme un autre finalement, et on va pouvoir transformer un peu à la marge. Hein. Et puis il y a pas mal de développements qui sont en cours avec de l'intelligence artificielle qui permettent de pouvoir travailler là-dessus, mais globalement, non, on est sur un plan séquence, et globalement, on peut pas trop le changer une fois qu'on l'a pris. Si je peux juste terminer sur un point, dans la mesure où vous êtes technique dans le domaine de tout ce qui est VFX, vous travaillez sur les images, mais c'est beaucoup entre vous. Quand vous arrivez dans ce domaine, votre premier projet vidéométrique, laissez-vous être guidé par un studio qui sait faire. Parce que franchement, nous, on dit au projet qui arrive, on les voit projet après projet. Alors, vous devrez faire ça, ceci, cela, pour que ça rend bien. Les gens, ils arrivent, on connaît tout ce qui est 2D, quelqu'un on connaît, on arrive, on sait faire, et finalement c'est très différent comme processus. C'est pas la même notion, le pipeline c'est très différent. Donc on est là tous pour vous guider pour que le résultat soit le meilleur possible. Et par exemple, un petit exemple, c'est souvent on dit pendant le tournage, voilà, c'est plus ou moins beau, ça va, c'est assez, on va le réparer en prod, on va le fixer en post-prod. Vous savez un peu, vous avez entendu parler de ça. On fait ça en post. En post, il n'y a pas de souci, on va le corriger. En volumétrique, il n'y a pas ça. Il faut tout faire en pré-prod. Il faut tester, il faut discuter les concepts pour que la prod que vous faites, c'est la bonne. Voilà. C'est très différent. Oui, c'est important bien de le préciser parce que ça va influer sur les coûts derrière, et après, voilà, c'est pas avec le smartphone. Enfin, voilà, il y a une vraie confusion entre la photogrammétrie qui aujourd'hui finalement est entre guillemets à la portée de tous. Aujourd'hui, en tout cas, on offre la possibilité de le faire. Et puis la vidéogrammétrie dans ce cas-là, où là, si on veut quelque chose de professionnel, il faut faire appel à des professionnels. En fait, ça c'est assez je dirais que c'est assez logique, mais bon, je pense que les gens ne l'entendent pas forcément, ça c'est important de le préciser. Mais du coup, par rapport à quoi ça sert et à ce qu'on disait tout à l'heure, la possibilité de travailler aussi en 2D, c'est-à-dire en fait à produire un film après, tout simplement. Ce qu'on peut imaginer, typiquement, ça c'est un des cas d'usage, c'est vous avez fait une jolie séquence avec un joli travelling ou un joli mouvement de caméra qui est un peu complexe, et il manque 3 personnes derrière dans le plan.
comment rajouter ces 3 personnes qui sont manquantes dans le plan pour que ça s'intègre de manière parfaitement réaliste avec le plan que vous avez filmé. Et ben typiquement, ça on peut le faire, puisque une fois qu'on a capturé, on rajoute en fait, on va filmer ces 3 personnes qui manquaient. On va leur faire ce qu'on attendait d'elles. Mais comme on l'a sous tous les angles, on va pouvoir ensuite imaginer faire un mouvement de caméra qui était exactement le mouvement de caméra que vous aviez fait, vous, dans votre tournage, dans votre plan normal, et donc le réincorporer à l'intérieur de manière complètement naturelle. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, on est vraiment dans ton sujet. C'est-à-dire que le mouvement de caméra réel, c'est le métier d'origine de Mark Roberts, Motion Control. On a regardé hier une liste à peu près longue comme mes 2 bras de tous les films sur lesquels est utilisé les Motion Control. Et du coup, là, pour le coup, vous avez un vrai savoir-faire à ce sujet. Donc ça, je pense que c'est assez intéressant. Surtout que quand on crée des mouvements de caméra pour le réel, c'est-à-dire sur des tournages, on les fabrique dans 3ds Max. En fait, on fait déjà notre mouvement de caméra virtuel en 3D. On regarde ce que ça peut donner une fois qu'on l'applique sur le robot, parce qu'on lui donne ce flux-là pour simplement qu'il fasse ce mouvement, en disant ah oui, ça c'est joli. On voit le rendu sur le combo. Par rapport, sur la scène de prise de vue, on la modifie dans 3ds Max à nouveau et on réapplique ça sur le robot. Donc le lien entre le pré ou le post prod, il est complètement continu. C'est pour ça en fait qu'on va aussi dans ce domaine-là, c'est que si on shoot avant et quand on shoot après, on combine finalement les 2 usages pour. C'est ce qu'on fait déjà en motion control. L'intérêt du motion control, c'est de pouvoir compositer. C'est-à-dire faire X fois, 50 fois, 100 fois, 1000 fois le même mouvement au pixel près. Donc finalement, c'est intéressant si on fait une explosion d'un côté, une course d'un acteur qui ne va pas se prendre l'explosion parce qu'on n'a pas envie qu'il meure, tout simplement, qui va compositer sur le même mouvement de caméra, on peut ajouter quelque chose qui s'écroule et compagnie. Donc c'est ça, c'est des effets spéciaux finalement qui sont pré-produit aussi. On fait tout au tournage. Et finalement, la capture volumétrique s'insère complètement dans le même processus. Donc là, vous avez un exemple concret de à quoi ça sert. Aujourd'hui, la capture volumétrique est quand même très utilisée dans les gros films pour le VFX. C'est une des utilisations assez importantes, je pense, par rapport au reste. À quoi ça sert Donc l'idée, c'était un peu de maintenant se focaliser sur vos expériences à vous. Je vais montrer un petit film là que vous avez fait. Alors, je vais essayer de le lancer correctement. Hop. Pardon, j'ai un petit problème de... Je réessaye. Voilà. J'ai pas le son, mais c'est peut-être pas très grave. Ah si, j'ai le son. Un petit peu. Donc je te laisse commenter si tu veux. Oui, c'est une expérience qu'on a développée pour Zara. Et là, le principe, c'était en fait de créer une expérience de l'émotion en fait pour les clients Zara. Le principe, c'était que les vitrines étaient vides et que les gens pouvaient faire apparaître à travers leur smartphone, donc en réalité augmentée, des mannequins qui sont à l'intérieur des vitrines comme si elles y étaient vraiment et vivantes et vraiment vraies, avec tous les mouvements de tissu. Enfin, vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut pas reproduire ça de manière synthétique, enfin pas avec ce niveau de qualité. Donc, on a pris des vrais mannequins qui étaient les mannequins de la campagne en plus, et on les a emmenés en studio pour les filmer. Et du coup, il y avait 3 types d'expériences. Une qui était dans la vitrine, une qui était dans le magasin, et une qui était sur les boîtes de livraison des produits qui étaient achetés sur Internet. Ça a très très bien marché. Puis c'était la première fois qu'un grand retailer se lançait dans la réalité augmentée, donc ça fait un petit peu de bruit. Et derrière, il y avait d'autres fonctions en fait dans l'application. C'était une application qu'il fallait télécharger, mais j'y reviendrai après. C'est un petit sujet. Un gros sujet. Donc ils téléchargeaient une application et l'application leur permettait de pouvoir prendre une photo, filmer avec leurs copains, tout ça, et donc de partager ça après sur les réseaux sociaux. Et puis on pouvait aussi acheter les vêtements qu'on était en train de regarder. Donc ça c'était vraiment marrant. Enfin bref, donc il y avait tout un tas de... On voulait aller jusqu'au bout finalement de la logique retail, c'est-à-dire d'aller jusqu'à l'acte d'achat. Donc là, le cas d'usage, c'est la réalité augmentée. On dit format un peu immersif. La réalité augmentée, on la consomme aujourd'hui dans la plupart des cas à travers une fenêtre. Donc en termes d'immersion, on peut se poser la question, voilà, on n'est pas dans un casque et tout n'est pas autour de nous. Les casques de réalité augmentée, le problème, c'est le field of view, il est quand même extrêmement faible. Donc pour voir une expérience comme ça, on aurait plus tendance à essayer de voir des parties, ce qui est peut-être moins intéressant finalement. Donc par contre, c'est vrai que du coup, on a un cas intéressant de
j'ai besoin de faire de la capture volumétrique, donc de récupérer un objet 3D final, comme vous l'avez expliqué. Par contre, cet objet, il doit être léger parce que je dois l'utiliser sur mon smartphone. Et donc, on parlait du téléchargement, des applications, etc. Ça, c'est intéressant comme challenge, je pense. Ah ouais, c'est clair. En fait, il y a deux écueils typiquement à ce genre d'expérience-là, même si ça a très bien marché, mais parce que en fait, je pense que les utilisateurs et les clients de Zara sont très fidèles à Zara, et puis ils sont très à l'écoute. Et les réseaux sociaux font qu'en fait, ils ont beaucoup d'informations, beaucoup de sources d'informations qui leur permettent de les inciter à aller télécharger une application pour ça. Mais le problème, c'est quand même télécharger une application déjà à la base, parce que c'est vrai que sur un smartphone, tout le monde a grosso modo son petit panel d'applications dont il a besoin, dont il se sert tous les jours, la météo, les news, etc., les réseaux sociaux. Et aller télécharger une application spécifique, en l'occurrence c'était une application spécifique, juste pour faire du fun, enfin pour une application comme ça, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Les gens ils vont pas faire ça juste pour le fun. Et puis donc là la parade par rapport à ça, c'est de passer en mode web. C'est vraiment, et ça c'est vraiment, nous on a en mode web, pas que le mode web. Il y a vraiment deux axes pour contrecarrer cette problématique-là. C'est le mode web, donc en fait on ouvre finalement l'application dans Safari ou dans Chrome. Enfin, on est directement dedans. En fait, on télécharge l'application et ça marche, mais il n'y a pas besoin c'est une page web, quoi. Et la deuxième, c'est de s'intégrer aux réseaux sociaux. En fait, il se trouve que Snapchat, Instagram, Facebook proposent maintenant, vous savez, des lens qui modifient le visage, qui permettent de pouvoir faire apparaître des objets dans son monde. Et l'idée, c'est d'utiliser exactement ces mêmes filtres pour pouvoir faire apparaître des séquences en vidéo volumétrique, comme ça, en capture volumétrique dans le monde. Alors le problème, c'est qu'on est très limité en data. On est limité à 4 mégas, par exemple, sur Snapchat, ce qui est très très peu, ce qui fait que la séquence est forcément très 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 courte et avec une belle dégradation aussi de la qualité. Donc voilà, en fait, et c'est justement le deuxième problème, c'est la data, c'est qu'en fait les séquences sont quand même, mine de rien, représentent quelques mégas, on parle pas de gigas, mais c'est quand même assez important, et donc du coup quand on est en 4G ça passe. Mais quand on est en 3G, ça commence à moins passer, et sinon, voilà. Enfin, ça peut être long sur une séquence. C'est pour ça qu'on fait des séquences assez courtes. Et là, les séquences, grosso modo, c'était 10-12 secondes, de manière à ce que ça soit rapide en fait au moment du chargement. Parce que si jamais ça avait été plus, ça aurait été complètement rédhibitoire. Là, je peux peut-être dire pour la prochaine appli, depuis 3 mois, nos données sont maintenant streamables en Unity, et depuis la fin de ce mois-là, ils seront streamables dans tout ce qui est web aussi. Et on est à 4 MB par seconde. Donc, en effet, pour Snapchat, ça va faire une vidéo de 1 seconde. Bon, c'est un point de départ. 1 seconde, c'est un point de départ. Voilà. En tout cas, dans le marketing, c'est un sujet, parce que nous, on travaille beaucoup sur des problématiques marketing. 1 seconde, avec une personne connue, par exemple, et qui dit quelque chose, qui donne un message, c'est parfois suffisant. Donc, effectivement, c'est typiquement le genre de choses sur lequel on va. Dans un beau cas d'usage, en tout cas. Et donc, je me retourne vers Richard. Et pareil, j'ai un petit film. Alors là, c'est plus un petit film, pas forcément sur un use case, mais sur une présentation générale. Donc, je vais lancer le petit film, si j'y arrive. Hein. Je ne sais pas ce que je fais, mais ce n'est pas... Voilà, un petit film. Tu peux commenter, si tu veux. Oui, tout à fait. C'est la mise en place d'un studio. Normalement, nos installations sont permanentes. Là, il y a 2 semaines, j'ai lancé un studio aux Pays-Bas. C'est un studio qui s'installe tous les semaines dans un local. Donc, ils construisent ça avec les WePod, caméras et lumière. À l'extérieur, on a un poste de contrôle. Et derrière, un peu caché, il y a quelques serveurs pour faire tout ce qui est traitement. Et là, vous allez voir un peu, pour ceux qui connaissent moins, on filme avec des vidéos et on fait une séquence de maillage qu'on vient de voir en gris. Et puis, on replaque les textures sur ces maillages pour faire l'apparence photoréaliste. Donc là, vous avez plein de cas d'utilisation différentes. Il y avait la réalité augmentée à travers un smartphone. On voyait 2 petits guerriers sur un petit rocher dans un centre commercial à Grenoble. Il y a tout ce qui est réalité virtuelle. Après, je ne sais même pas où commencer parce que nous, on a fait des longs métrages, des courts métrages, des pubs, des spots, des expériences VR, expériences AR, expériences MR, de petite durée, de grande durée, 20 minutes, une demi-heure. Donc après, pour la précision, 4D View aujourd'hui, c'est une offre technique. Si tu veux bien expliquer. On a 2 activités. Principalement, on construit le système Odyssey et on le vend, on le fournit aux studios qui veulent eux-mêmes faire la donnée, la captation volumétrique.
Donc on a donc des studios partenaires clients, Los Angeles, Atlanta, New York, etc. Eindhoven, Budapest. Il y a nous en France, à Grenoble, cachés dans les montagnes. Il y a des studios à Tokyo et à Taïwan. Donc là, on fournit le système entier aux clients qui veulent avoir, eux, une offre de capture volumétrique. Donc là, nous, on construit le système, on fait l'installation, on forme l'équipe, on les supporte à distance pour qu'ils puissent faire tout seuls leur capture. On a aussi, sur une base limitée, un service, une activité de service chez nous à Grenoble. Pour ceux qui veulent, vous pouvez descendre à Grenoble dans ce très magnifique TGV et faire un tournage chez nous. Et là, c'est pour plusieurs raisons. Parce qu'on aime bien être impliqué dans des projets pour voir qu'est-ce qu'il y a comme vraies contraintes, vrais besoins. On aime bien construire des résultats intéressants. Donc, on a fait quand même beaucoup de choses très variées au fil des différentes années. Et aussi, ça développe un peu l'envie d'utiliser le volumétrique. Ça développe des cas d'usage pour que les gens puissent voir qu'est-ce que ça donne. Moi, j'étais dans les Pays-Bas il y a une semaine pour faire le premier tournage avec eux. Et après, j'ai fait une pause. Je suis allé voir le film Joker en IMAX 2D, magnifique, incroyable. La résolution, j'avais des Jokers comme ça devant moi et avec une résolution qui est énorme. Là, on n'est pas comparable en volumétrique, c'est pas la même chose. On n'a pas ce genre de résolution aujourd'hui. On aura un jour, peut-être, mais il faut quand même attendre un peu. Mais même en grande image, les films hollywoodiens ou autres, avec des budgets qui sont vastes, gigantesques, moi je sens qu'il y a moins, des fois, il y a moins de connexion émotionnelle avec l'histoire qu'on peut avoir avec moins de résolution dans un casque VR, la réalité augmentée. C'est très différent comme histoire. Je viens de voir un film qui s'appelle 7 miracles, qui est dispo pour le Vive. À mon avis, c'est en Steam, je pense. C'est un film de 70 minutes sur la vie de Jésus. Et c'est 7 miracles. 7 miracles majeurs dans sa vie. C'est un documentaire, plus ou moins, en 360. Donc, on voit le film et on a 3 degrés de liberté. On peut faire la rotation de la tête pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a par là. Mais au moment des miracles, où il y a la résurrection de Lazare, on change de l'eau en vin, etc. Là, on laisse le spectateur passer du mode 360 en volumétrique. Parce qu'ils ont refilmé les miracles, les scènes chez nous. Donc, quand on passe d'un film classique, mais en grand bulle, dans une scène volumétrique, on est plus immergé, on est plus près de l'action, on est plus près de la miracle. On a plus une notion d'être vraiment présent pendant un moment miraculeux. Ça change la narration de Donc ça veut dire l'histoire. que ce film, tu es en 3 degrés de liberté pendant la cinématique, et à un moment donné, tu passes de 3 degrés de liberté à 6 degrés de liberté. Donc tu peux avancer un petit peu, tu peux Et même te promener, même si c'est pas... Même si on n'avance pas, même si on reste assis, le cerveau, il sait qu'il bouge un petit peu toujours. Il voit un changement de perspective. Je passe de « je suis au cinéma » vers « je suis là ». Et donc ça, pour moi, c'est un passage très intéressant dans tout ce qui est storytelling. Alors ce qui est intéressant narrative. sur ce que tu dis, c'est de voir, ils ont tourné, parce que je connais un peu le projet, donc ils ont tourné, je crois, avec une V1 Pro, une caméra cinématique 360, de voir ce que ça donne entre le passage au moment où tu passes de la captation cinématique à la captation volumétrique. Alors il y a peut-être un effet ou quelque chose qui fait que c'est plus simple, mais je suis assez curieux de voir cette chose-là, parce que c'est encore une fois une application intéressante pour la réalité virtuelle cette fois. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la réalité augmentée, on est dans la réalité virtuelle. Alors c'est un petit peu plus de contraintes. Alors on ne peut pas dire contrainte, mais par contre en termes de texture. C'est-à-dire que là, on laisse la liberté à la personne d'avancer et d'être dans un décor à l'échelle 1. Donc en réalité augmentée, comme tu disais tout à l'heure, les petits danseurs sur la table, s'ils ne sont pas trop définis, à moins d'être vraiment collés, c'est pas très grave. Et puis c'est plus fun, en fait. Enfin, c'est pas tellement, il n'y a pas trop d'émotion dans ce sens-là. Par contre, ce que tu décris, effectivement, là, on est au milieu du film, alors qu'on était devant le film. C'est quelque chose en termes d'émotion d'intéressant. Donc, je vous invite à regarder ce projet. Alors voilà, ça m'intéresserait aussi. Donc voilà, vous êtes voisins. Donc 4DView, Hulu. Donc Hulu, vraiment accompagnement et production de contenu. Et 4DView,
technologie, enfin voilà, comment on peut... Oui, en fait, nous on travaille depuis 3 ans avec l'INRIA Grenoble, et donc l'INRIA en fait travaille avec 4Dviews et ont une plateforme alors qui a 68 caméras, donc qui a un petit peu plus et qui développe des algorithmes en fait de reconstruction 3D un petit peu spécifiques. Mais on travaille aussi, on a envie de travailler aussi, on a envie de produire des choses avec 4Dviews parce qu'on pense que c'est vraiment très intéressant de pouvoir tester aussi d'autres un maximum de technologies. Je voulais revenir sur un point. Je racontais une petite histoire. Nous, au début, en fait, on voulait faire des concerts en réalité virtuelle. Et donc en fait les concerts en réalité virtuelle, on se disait on va mettre des caméras, vous savez 360 dans une salle de concert, puis le concert va se dérouler, puis on va faire une capta, et puis ensuite l'utilisateur pourra soit en live, soit en différé, peu importe, mais se déplacer d'une caméra à l'autre, donc en changeant de caméra, enfin en changeant de point de vue. Sauf qu'en fait il manquait un truc, c'est ce que tu disais très bien, il manque le sentiment de présence. C'est vraiment important quand on est en immersif, c'est de se sentir là, quoi. C'est d'avoir l'impression qu'on est vraiment spectateur, mais présent sur place, et non pas spectateur distant. Parce que spectateur distant, finalement, ça présente assez peu de valeur ajoutée par rapport à la télé. La télé, on est spectateur distant et c'est déjà largement suffisant. Au cinéma, c'est pareil. Quand on a la chance d'avoir un casque de réalité virtuelle sur la tête, il faut que ça soit immersif, il faut qu'on ait vraiment l'impression d'y être, quoi. Et donc, ce sentiment de présence, il est possible que si jamais on peut se déplacer dans l'environnement dans lequel on est, et même en bougeant un tout petit peu la tête comme ça, tout change en fait. On fait pas attention évidemment, mais tout change. La parallaxe change, tout change. Et le fait que on ne voit pas ça quand on est sur de la vidéo 360 fait que ça bloque tout de suite et on se sent tout de suite coincé dans une bulle. Donc voilà, donc on s'est dit alors faisons un clip, alors peut-être pas un concert mais un clip en réalité virtuelle, et c'est ce qu'on a fait. On a commencé par faire du body scanning, c'est-à-dire qu'on voulait prendre une personne, on fait un scan de la personne complète avec les textures et tout ça, et ensuite ça fait une sorte de pantin qu'on va pouvoir animer en 3 dimensions avec des gestes le plus humain possible. Pour qu'il soit humain, on utilisait du motion capture. Donc, le motion capture, vous connaissez très bien, on capte vraiment les mouvements exacts d'une personne pour pouvoir les reproduire sur un modèle en 3D. Et c'était pas génial en fait, c'était pas top. En fait, il y avait toujours cette idée, ça faisait un peu gaming. En fait, le cerveau, il est vachement bien câblé pour tout ce qui est repéré. Alors, le cerveau, il est trompable, on peut tromper le cerveau très très facilement, mais il y a une chose sur laquelle on peut pas le tromper, c'est sur la reconnaissance des gens. Et le cerveau, il voit tout de suite si jamais il y a un truc qui cloche, si c'est pas vrai, quoi. Et là, ça faisait fake, ça faisait jeu vidéo, ça se voyait. Et il y avait dans l'expression du visage, dans les cheveux, dans plein de choses, dans les mouvements des tissus, les textures qui s'étirent. Vous savez, il y a plein de choses qui montrent en fait qu'on voit tout de suite qu'en fait ça colle pas. Et du coup, c'est là où la vidéo volumétrique, là, alors ça change tout parce que c'est vrai. Alors, la texture, puisqu'on parle de texture, elle n'est pas aussi fine qu'au cinéma, c'est vrai. Elle est même pas aussi fine d'ailleurs que dans le motion capture, enfin le body scanning et motion capture. Techniquement, elle pourrait l'être, on est d'accord. Elle peut l'être aujourd'hui. C'est une question de moyens, de processing et c'est ça, de moyens de nombre de boîtiers de prise de vue. Ouais. Mais et c'est là où je voulais arriver, c'est que le fait que ça soit une vraie personne, qu'on reconnaisse que c'est une vraie personne et que c'est son vrai mouvement, ça change tout parce que du coup on a ce sentiment de présence. En VR c'est fou, en réalité augmentée c'est déjà vachement intéressant parce que quand on bouge on est quand même épaté par ce qu'on voit. Et puis je vais revenir après sur la réalité. Donc on a vu 4Dviews, Hulu. Et puis, on va parler de cette problématique qui en est une aujourd'hui quand même. C'est les studios. Il faut venir, comme tu disais, à Grenoble, prendre le TGV. Bon, voilà, c'est sympa. Mais, je te confirme, mais ça peut poser des problèmes. Par exemple, je ne sais pas si je veux faire un documentaire. J'ai pas les mêmes moyens qu'un film de fiction américain. Et puis surtout, mes protagonistes, je peux pas forcément les faire venir. C'est compliqué, ça va coûter trop cher au final. Donc comment on peut faire aujourd'hui pour amener le studio vers le plateau finalement de tournage. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce petit slide. Donc c'est vrai que là on voit le studio Intel, donc on en parle depuis le début. Bon, avec un petit bonhomme, on voyait l'échelle un peu, c'est quand même c'est grand quoi. Je pense qu'une heure de capture ça doit quand même être assez cher dans ce studio là. Donc c'est pas fait pour les productions moyennes.
c'est pas fait pour des gens qui sont créatifs mais qui n'ont pas beaucoup de sous, et c'est un peu dommage parce que finalement c'est peut-être par eux que ça va se démocratiser, parce que finalement les gros films, bon, ils sont pas des moyens, c'est pas illimité, mais voilà, ils ont les moyens de tester plein de choses et puis de s'adapter, de choisir la meilleure chose. Les problèmes de budget, ce sont des problématiques réelles. Donc on a cette idée de transportable. Donc là, du coup, je reviens un peu vers toi, avec un projet qui arrive là, qui va passer le tunnel sous la Manche si le Brexit se passe bien. On en a parlé un peu hier. Voilà, donc le Polymotion, donc je te laisse un peu en discuter. Alors, Polymotion Stage, c'est le nom qu'on a donné. On a déjà, MRMC, c'est une filiale de Nikon. On travaille avec le studio Dimension, qui est une évolution de Time Slice Films, qui faisait des captures justement en 360 circulaires depuis des années, et qui a commencé en film argentique à synchroniser jusqu'à 80 ou 100 caméras pour faire du bullet time, des choses comme ça. Donc à l'époque de Matrix, c'était déjà une expertise qui avait été développée par nos amis anglais. Et puis naturellement, quand on sait faire une capture prise de vue fixe en synchro, avec tout ce que ça requiert de complexité, on est passé sur la version capture volumétrique, et on est partenaire avec Microsoft, donc effectivement on a 106 caméras sur un studio, c'est marrant, hein. C'est beaucoup trop. Moi, je préfère 250, mais après, c'est voilà, en sphère totale. Mais c'est un peu compliqué. Mais en termes de prise de vue, en tout cas, c'est un studio qui fait qu'à 106 caméras et qui est aujourd'hui, enfin, la semaine prochaine, qui va être transportable dans un camion. Ce camion là que vous voyez en haut à droite, c'est pas qu'un visuel, c'est il va nous être livré. C'est un camion, en fait, c'est un semi-remorque avec 2 extensions latérales. Qui est un peu comme les magasins là, qui se déplacent sur les places de marché, qui font une extension comme ça, et donc on va pouvoir faire des prises de vue dans le camion. Alors bien sûr la hauteur est forcément limitée, et sinon il y a un autre système qui est le dôme géodésique là, que vous voyez en bas à droite, et qui s'installe là pour le coup en une petite journée, hein. C'est une installation à base d'un dôme vert, hein, comme vous aussi, et avec des systèmes d'éclairage et de capture. L'intérêt de ça, évidemment, effectivement, c'est de se rendre sur le lieu de prise de vue. On a fait t'as une vidéo. Oui. Alors je vais lancer un petit truc et puis tu vas pouvoir le commenter si j'arrive à. Pardon ? Oui, bien sûr. C'est pas évident d'avoir des prix de marché quand on démarre de nouvelles choses. Ça, c'est le dôme qui s'installe. Voilà. Sur le dôme, il y a combien de caméras là ? Sur celui-là ? Il y en a 106. 106, ouais. C'est ok. Et on a fait une première application qui a eu un certain retentissement en Angleterre, en tout cas, c'était sur le British Open, parce que bon, déjà historiquement Nikon est partenaire du British Open, mais surtout on voulait faire quelque chose, parce que finalement là le client, ce qui est important, c'est que c'est le broadcaster, c'est la chaîne télé. Parce que techniquement ils vont diffuser quelque chose, et en fait on s'est dit tiens, il y a un besoin, il y a une demande d'analyse de mouvement, enfin, pour ceux qui connaissent le golf ou d'autres sports, enfin le golf en particulier, un swing de golf est quelque chose qui décrit un joueur. Et voilà ce que ça donne ici. On a une caméra qui est ensuite avec des vrais journalistes on implémente justement les shoots, les captures qu'on a pu faire dans le dôme qui se situait au British Open lui-même. Donc les joueurs n'ont pas à se déplacer, parce que faire déplacer des stars ou des joueurs en général c'est pas très simple, donc on est allé là où ils étaient. On a fait le shoot, et donc là on peut fixer n'importe quel mouvement. Le lever du club, la tête du club qui est en l'air, la redescente du club. Alors clairement,
le joueur de golf, on peut faire l'acquisition en 60 images par seconde, le club, c'est pas possible. Donc en fait, on a fait une acquisition spécifique du club en motion capture, en 360 images par seconde, et ensuite on a modélisé le club classiquement, c'est quand même pas compliqué de modéliser un club de golf, qu'on a réimplémenté dans la scène de la capture volumétrique. Sinon, on a quelque chose de flou, on a quelque chose de distordu, on a quelque chose qui ne va absolument pas être... déjà là, il prend un peu du rond, enfin même en vrai, hein, il s'arc-boute, parce que les joueurs de golf sont extrêmement puissants. Et puis, le joueur, les journalistes qui sont et des experts vont être capables d'identifier, de savoir comment, pourquoi les appuis du joueur sont le résultat, résulte dans un swing de telle longueur, de telle puissance. Et ça a été assez fort parce qu'effectivement, c'est la première fois qu'en direct a été analysé des mouvements complexes qu'on peut pas faire vraiment de façon 360, tourner autour du joueur pour voir bien où sont ses appuis, comment sont positionnés ses bras. Et finalement, une application aussi pratique donne immédiatement à d'autres broadcasters l'idée de faire la même chose avec un joueur de tennis, avec d'autres sports, parce que là, ils voient une application réelle de « Ah oui, d'accord, je comprends quel est l'intérêt d'avoir une capture en 3D sur laquelle je vais pouvoir et arrêter le mouvement et tourner autour, avoir des points de vue autant qu'on veut, mais surtout qu'ils soient utiles à l'explication. Ça apporte véritablement à la compréhension du sport. C'est intéressant comme cas vraiment, parce qu'effectivement, moi j'avais jamais vu ce genre d'image. Donc là, là on arrive dans du broadcast, oui. Donc c'est encore différent. Donc c'est bien parce qu'on couvre un peu pas mal de secteurs. Et là, aujourd'hui dans le broadcast, on parle beaucoup de studios virtuels. Voilà. Donc là, c'est des éléments qu'on va pouvoir intégrer dans un studio virtuel et dans lequel on va pouvoir faire les mouvements de caméra. Donc là, on voit l'ombre du Steadicammer. Là, c'est marrant, qui est en bas là, ouais. Ici. Donc là, il tourne. Le Steadicammer. Il filme bien le journaliste. Voilà, ces deux-là sont bien réels. Alors je sais pas si ça c'est virtuel ou pas, mais peut-être que oui, j'en sais rien. Tout est réel. Donc, tout est réel, sauf évidemment le joueur. Et c'est vrai que quand on regarde l'image, alors là, je vous présente pas une qualité terrible, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Et comme vous disiez tout à l'heure, ce côté humain, là, il est hyper ressenti. Par exemple, on a vraiment l'impression qu'il est là et qu'il fait son mouvement. Et voilà, c'est pas un modèle 3D qui a été capturé ou modélisé, qui pourrait être plus joli en qualité. Hein. On est d'accord. Hein, il pourrait être beaucoup plus détaillé. Voilà, mais c'est pas ça le problème. Là, en plus, il y a une histoire de mouvement réel qui est capturé. Donc, il y a un côté didactique. Enfin, voilà. Je trouve que c'est une application qui est vraiment, pour le coup, assez intéressante. Donc, et puis, le fait de pouvoir le faire sur le lieu. Alors là, du coup, ça libère justement les broadcasters qui ne pouvaient pas faire enfin, en tout cas, qui avaient des difficultés à capturer. Du live ou conditions du live. Voilà. C'est clair que il faudrait sinon qu'ils viennent avant les joueurs. C'est ça. Donc ça paraît très compliqué. Donc ça veut dire que c'est un champ d'application qui en tout cas, moi, je ne connaissais pas jusqu'à ce que votre projet arrive. C'est-à-dire que là, on a encore une fois une proposition de capture volumétrique à d'autres clients potentiels qui, du coup, à mon avis, vont s'en emparer assez vite. J'imagine que vous avez pas mal de projets, de choses qui vont arriver, des choses comme ça, quoi. Ouais, c'est en cours de démarrage, nous on n'a pas l'expérience pour l'instant de tout ça, mais c'est là qu'on a souhaité se positionner, c'est sur le transportable. Après évidemment les serveurs de calcul, une fois qu'on a des demandes ou des besoins de longs temps de capture, on cloud et on ramène les datas. On peut pas tout faire sur serveur parce qu'à un moment les fermes de rendu ont une dimension et il y a un certain nombre dans le camion. Voilà, après, c'est ça que je voulais savoir, c'est plus vite. Concrètement, par exemple, le golf là, par exemple, concrètement, il vous faut combien de temps de la capture au livrable pour le plateau live, quoi. Là, ça a été fait du jour au lendemain. D'accord. Parce que ce sont des séquences relativement courtes, un swing coupé, c'est-à-dire on va enlever tout ce qui est le avant, le après, et les ratages. C'est quelques secondes. On est sur 3, 4, 5 secondes. Et donc, c'était 15 joueurs
le D'accord. top 15 qui était Ok. présent. Donc c'était faisable sur place. Donc vous avec avez les- passé les 15 joueurs, ensuite vous avez rendu les images en fonction de la diffusion et de ce que la diffusion pouvait manger, on va dire. Tout ça du jour pour le lendemain, quoi. Oui. C'est faisable aujourd'hui. Voilà, c'est intéressant de le savoir pour les. Je sais pas s'il y a des broadcasters dans la salle, mais bon. Voilà, donc ça c'était intéressant parce que là on a vu quand même pas mal de choses, mine de rien, en peu de temps. On a vu aussi les limites. Hein. Bien sûr, on n'est pas, on va pas le cacher, on n'est pas là pour vendre, même si un peu quand même. Mais c'est intéressant donc de se dire voilà, bon, on a tous ces outils quand même, on a toutes ces applications potentielles, donc on a toute cette demande potentielle et demande qui parfois se dit ah oui mais moi quand je joue sur ma PS4, mon image est mieux, je voudrais la même. En gros, hein, vous devez avoir ce genre de problématique. Donc, est-ce que c'est des choses... est-ce qu'on va pouvoir atteindre un niveau, en tout cas de réalisme, enfin pas de réalisme, mais de qualité dans la texture, par exemple, parce que finalement c'est ce qui pose pas mal de problèmes. Je dirais que le modèle 3D c'est moins visible, de temps en temps un petit peu quand même, mais la texture c'est quelque chose d'important, surtout que quand on parle humain, c'est un problème aussi pour la 3D pure. Hein, voilà, le réalisme, la texture, ça joue quand même, surtout dans des applications de réalité virtuelle, dans laquelle par exemple on va se rapprocher vraiment très près, si on veut imaginer, je sais pas, du théâtre. Par exemple, du théâtre en capture volumétrique, ce qui est assez intéressant dans l'idée, je pense. Voilà, on a envie peut-être d'être vraiment collé au visage de l'acteur. Aujourd'hui, ça va être un peu... plus on va se rapprocher, moins on va y croire, je pense. Qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, nous, on travaille sur la résolution comme mot général. Par contre, je pense que comparer la résolution d'une caméra 4K ou système volumétrique avec des jeux vidéo, c'est comparer des pommes et des oranges. Parce que là, on n'a pas la même notion d'immersion, de contact émotionnel avec le sujet. Donc, autant que le contenu interactif continue à se développer, je pense qu'on va mesurer autrement. Donc, oui, on avance à la résolution avec des meilleures caméras, surtout avec les meilleurs algos pour travailler avec les pixels de façon améliorée. Mais on va mesurer ça finalement, en fin de compte, autrement que ce qu'on a par rapport au système que nous avons aujourd'hui, je pense. D'accord. C'est vraiment la quantité de polygones, là, pour moi, qui va déterminer plus parce que la texture, elle est quand même appliquée sur des triangles, donc c'est toujours la même histoire. Si on peut déterminer en fait pour moi une distance d'approche avec le client entre guillemets. C'est-à-dire, bien sûr, si on voulait se coller à une image 2D, c'est la même histoire. Et à un moment, on voit les points. Cette distance qui est liée à l'œil, qui est liée au cercle de confusion, c'est-à-dire vraiment le fait de ne pas distinguer deux points séparés et qu'il y a un véritable réalisme, c'est quelque chose qu'on peut faire la même chose en 3D. C'est-à-dire ne pas pouvoir s'approcher plus qu'une certaine distance. Et cette distance-là, bien sûr qu'on peut l'agrandir, ça va avec des fichiers plus gros. Et puis surtout, je suis un apôtre vraiment de ça, c'est la qualité de capture, c'est la qualité de l'éclairage. Donc la qualité des ombres et des lumières, c'est très compliqué en fait en 3D, et c'est ça la problématique de faire et des belles ombres et des belles lumières, donc c'est-à-dire analyser une texture ne se voit que par la dureté de la lumière et en gros son volume. Donc c'est là aussi où il y a énormément de choses à faire, la qualité des optiques, la qualité des capteurs. C'est là que beaucoup de choses se passent. Et sur lequel on va pouvoir avoir un rendu plus ou moins réaliste. Et puis, il y a toute cette problématique qui est absolument super compliquée si on a une seule type de capture, c'est les transparences et les brillances. C'est très Tu en parlais un peu tout à l'heure. Ouais, c'est clair. En fait, quand on a un mesh, c'est-à-dire un modèle 3D, en fait, il a une texture unique. Or, en fait, les infographistes, quand ils travaillent sur des objets, en fait, ils travaillent avec plusieurs textures. Et ils vont rajouter dessus, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des normales qui vont permettre de pouvoir avoir des spécularités, c'est-à-dire des reflets. Typiquement, des transparences, typiquement, l'albédo de ça est pas le même et la brillance n'est pas le même que mon jean. Il y en a un qui absorbe la lumière et l'autre qui la réfléchit. Nous, on va pas avoir ça. Si jamais on fait une vidéo volumétrique de moi maintenant, ça va être un seul et même objet avec une seule et même texture. Donc en fait, il faut pouvoir différencier les différentes réémissions de lumière en fonction des matières que l'on porte. Et ça, pour l'instant, on n'y est pas encore. Oui.
on y sera avec de l'IA, des choses là. Et justement, tu parlais de tes use cases de capture de bijoux, de choses comme ça. Alors du coup, on retravaille derrière. Alors c'est effectivement, mais alors du coup en fait on mixe de la capture volumétrique, ce qui permet d'avoir la vérité de l'objet tel qu'il a été fait. Et par exemple pour des bijoux en fait, l'orfèvre, c'est un artisan, il a produit un objet, il faut récupérer l'objet exactement comme il l'a fait. Si jamais on essaie de le copier, on aura quelque chose qui apparaît tout de suite synthétique. Mais par contre, les pierres, oui, on va les retravailler pour qu'elles puissent offrir des reflets qui soient réalistes. Donc c'est intéressant parce que ça, pour le coup, le Lightfield le permet. Exactement. Malheureusement, c'est trop cher. Voilà. Mais je pense que pour ce qui est le futur de la captation volumétrique, je pense qu'il est aussi lié en fait à l'usage qu'on va en faire. Et parce qu'on peut faire une sorte de course effrénée effectivement à la performance en termes de qualité. Je pense que ce qui est important avant tout, c'est qu'on arrive à toucher les gens. Et pour l'instant, c'est pas encore complètement le cas. Clairement, en fait, je pense que le grand espoir de départ, c'était la réalité virtuelle. Ça l'est toujours, hein. Mais sauf qu'on se rend compte que ça met plus de temps que prévu. Donc, parce que la réalité virtuelle, tout le monde n'a pas un casque de réalité virtuelle chez soi, eh bien, c'est clair. Et pourtant, c'est vraiment là où l'expérience est la plus dingue, clairement. Là, donc, du coup, les gens sont rabattus un peu sur la réalité augmentée. Et c'est vrai qu'il y a des choses très intéressantes qui sont faites en réalité augmentée aujourd'hui avec de la vidéo volumétrique. Mais c'est un petit peu... voilà, c'est quand même pas la même chose. Moi, je pense qu'à mon avis, il y a les lunettes de réalité augmentée qui vont arriver, Apple sur des projets, Samsung aussi. Enfin, on sent qu'il y a vraiment quelque chose il y a une vraie dynamique qui se crée autour des lunettes de réalité augmentée qui permettrait à vous tous de voir la même personne ici et de partager en fait une scène de théâtre, par exemple. Ici, on aurait l'impression que les gens sont vraiment là, quoi. Ça, ce serait vraiment génial. Et sans avoir, mis à part, dans notre environnement, avec simplement une vitre devant les yeux. Ça, c'est quelque chose qui va arriver aussi. Mais ça va prendre du temps, je pense aussi, parce qu'on va arriver à des premières étapes. Ça va progresser tout doucement. Je pense que c'est ça le principe. Je pense le développement de la capture volumétrique, le vrai lancement de la capture volumétrique, c'est le moment où ça va devenir mainstream au niveau grand public. Et c'est vraiment ce qu'on attend. Et ça peut arriver, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 5. J'espère que non. Ça fait déjà 12, donc ça va venir, mais à voir quand. Ouais. Et du côté de 4DView, en termes de news, par exemple, est-ce que vous avez travaillé sur une version de votre studio tous les jours. Tout le temps. Tout le temps, voilà. C'est en continu. On est 10 personnes, donc il y a 8 en technique qui bossent tous les jours sur la résolution des triangles, l'intégration avec le système tiers. À partir de là, effectivement, la volumétrique doit quand même pouvoir se décliner en fonction de comment ça va être utilisé, parce qu'il y a à la fois, on peut faire des scènes avec des personnes en moyenne taille pour un film 2D à travers Maya ou autre chose. On peut faire une expérience réalité virtuelle, réalité augmentée. On peut faire différentes choses. On peut faire un truc qui broadcast. Donc là, on a aussi besoin de... Nous, on fait la captation. Et puis, il y a tout le reste de la chaîne après, qui varie pas mal en fonction de comment ces données seront utilisées. Donc, nous, on travaille sur un système qui capte le mieux possible, pour un budget raisonnable, par rapport à Intel, par exemple, en espérant de trouver un passage qui permet de répondre à beaucoup de différents besoins, tout en donnant envie aux gens de tester et d'expérimenter pour qu'on puisse construire différents cas d'usage qui vont vraiment impacter finalement le grand public. D'accord. Si tu veux rajouter un petit mot pour les news, mais on les a vus, parce que le camion qui n'est pas encore arrivé, mais on va l'attendre un peu, si vous voulez bien. Voilà. Non, c'est par rapport à la capture volumétrique elle-même, et puis à la technologie, en prenant un tout petit peu de recul. J'ai discuté pendant pas mal d'années justement de photogrammétrie et de capture volumétrique. Il y a énormément d'écoles qui forment au dessin 3D, à l'animation. Et en fait, il y a une sorte j'ai eu l'impression d'être quasiment comme Copernic en discutant avec des gens qui me disent non, la Terre elle est plate. Non, la Terre n'est pas plate, elle est ronde. En fait, c'est-à-dire que y a la capture volumétrique. En fait, on vient du monde du réel, c'est-à-dire qu'on fait une acquisition de ce qui existe. Alors que le dessin et l'animation 3D, on vient du monde de la peinture, c'est-à-dire qu'on le crée, ou de l'art en général, de la sculpture. On crée à partir d'objets simples, des formes de base, des objets très très élaborés. Et en discutant, en fait, le choc de culture me paraît assez dingue, parce qu'on a des hordes de gens qui dessinent.
Des choses qui existent. Parce qu'en fait, on peut faire de la photogrammétrie, par exemple, de Notre-Dame de Paris. Enfin, c'est un sujet triste, on va dire, mais on aurait pu le faire vraiment très 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 bien, avec des moyens techniques qui ressemblent à ce qu'on fait en studio, mais sous un hélicoptère ou sous un drone, on peut faire ce genre de photogrammétrie. Et c'est assez dingue parce qu'en fait, clairement, on est à pour moi, une résistance intellectuelle sur le fait que le réel, en fait, autant l'acquérir avec des moyens de plus en plus simples et performants, plutôt que de le dessiner. Et aujourd'hui, on dessine énormément de choses pour les jeux vidéo, alors que techniquement, demain, ce sera vraiment... Enfin, c'est pas une question de dire de pousser ces choses-là, parce que nous, on a un intérêt dans l'image en général. Nikon, ça fait 100 ans qu'on est là, et j'espère qu'on continuera pour longtemps. Et tous les gens qui travaillent dans ce domaine-là, c'est simplement que capturer le réel, c'est quand même super plus simple que de le dessiner. Et ça, à part l'histoire des shaders, d'avoir des transparences qui sont encore des choses techniques à passer, à réussir de faire, mais tout simplement en termes de mode de pensée, je pense c'est une certitude que demain, ce genre de capture... Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un autre exemple aussi, des matchs de rugby qui ont été shootés en 3D aussi, avec, je crois que c'était partenariat d'Intel aussi, sur des séquences de rugby où on passe entre les joueurs et compagnie. C'est pas au-delà. Aujourd'hui, il y a un caractère fun, il y a un caractère découvreur, pionnier, de publicitaire, de gens du cinéma. Mais demain, clairement, on va passer du réel dans le digital, c'est-à-dire tout ce qu'on peut analyser, shooter, en objet, en personne, en image animée, sera quelque chose qui sera là demain. Mais c'est vrai que ça prend un temps. On pouvait l'imaginer depuis très longtemps. La vue stéréoscopique, elle existe en photo depuis 1890, enfin quasiment depuis les débuts de la photographie, en stéréo, en cinéma et en télé. Ça a existé, mais ça marche pas. Ça marche pas, les télé 3D, enfin les télé stéréo, parce que 3D justement c'est le problème aussi, c'est de décrire les choses avec des terminologies qui sont différentes. La 3D, c'est pas de la 3D, la stéréoscopie. En revanche, la capture volumétrique, c'est de la 3D. C'est de la véritable 3 dimensions. Et ça, je suis absolument certain que là aujourd'hui, on est quelques-uns à en parler. Pourquoi Google, Microsoft, Apple s'y penchent? C'est parce que tout simplement, ce sera une réalité. Et pour finir, pour ma part, il y a une histoire de poule et de l'œuf dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée. C'est grâce à la beauté et à la qualité réaliste des contenus qu'on va produire que la réalité virtuelle et la réalité augmentée vont prendre. Aujourd'hui, on dessine des choses, encore une fois, qui sont plus ou moins réalistes, et quand c'est des humains, il n'y a pas photo. Voilà. D'accord. Très bien. Voilà, on a déjà débordé de 10 minutes, mais bon, ça c'est habituel, c'est pas un problème. On a quelques minutes. Si vous avez des questions dans la salle, voilà, vous n'hésitez pas, c'est maintenant. Et si vous n'en avez pas, il y en a une là-bas. Voilà, j'arrive. Merci. Tout à l'heure, vous parliez de distance maximum à laquelle on peut s'approcher de modèles. Est-ce que pour résoudre ça, pour s'approcher plus près, est-ce qu'on peut imaginer des personnages qui auraient des niveaux de détail différents, par exemple entre le visage qui serait vraiment très détaillé et le reste du corps qui le serait moins, bon, sachant que les mains, c'est important aussi. Aujourd'hui, il y a des formats de fichiers qui existent, genre Nexus par exemple, ou d'autres qui ont des niveaux de level of detail comme ça. Donc on peut les déterminer par, oui, effectivement, par zone de l'objet. C'est comme du streaming en fait. On va streamer comme on se rapproche d'une carte sur Google Maps par exemple. On stream les niveaux de données sur la zone sur laquelle on se trouve. Ça, sur des fichiers aujourd'hui, c'est existant déjà. Alors en vidéo volumétrique. Je le connais en photogrammétrie. Je ne sais pas si ça existe en volumétrique. C'est compliqué ça. C'est pas très souvent qu'on trouve ce genre de fichier. Effectivement, cette approche existe de dire voilà, j'ai une personne, je vais reconnaître qu'il y a un visage et ou les mains, je vais donner plus de détails pour cette partie-là des maillages et des textures. Effectivement, ça existe. C'est pas encore généralisé. Il y a aussi l'approche que pendant la capture, on va détecter par exemple quelles sont les différentes textures sur une personne et aussi travailler un peu sur tout ce qui est matériel. Est-ce que c'est un peu brillant? Est-ce que c'est pas brillant? Donc ça, ce sont des aspects qui vont venir, mais ils ne sont pas encore très répandus. Mais c'est imaginable en tout cas. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse applaudir nos intervenants et les remercier. Voilà, merci à vous et bon appétit.